Parlons peu mais parlons d'art. Aujourd'hui, je vous propose que l'on découvre un portrait d'Ingres qui a été réalisé en 1806 et qui représente Napoléon Ier sur le trône impérial. C'est une œuvre qui est conservée aux Invalides au musée de l'Armée. À vrai dire, ce n'est pas la première fois qu'Ingres représente Napoléon, puisqu'il avait déjà été sollicité 2 ans auparavant, donc en 1804, pour représenter Napoléon Ier, qui était alors premier consul. L'idée, c'était de représenter Napoléon dans son cabinet de travail debout. Ingres va d'ailleurs en garder un souvenir. Il dira qu'il trouvait que Napoléon avait un visage olivâtre et qu'il avait le teint consumé par la fièvre. Il a sûrement gardé ce souvenir en tête, puisque quand on regarde le portrait de 1806, on trouve qu'il y a également ce teint un petit peu olivâtre sur ce portrait. Alors, une des premières questions qu'on pourrait se poser quand on voit un portrait, c'est de savoir qui est le commanditaire de cette œuvre. Alors évidemment, la première réponse qui vient à l'esprit, c'est que ce serait Napoléon Ier lui-même qui aurait passé la commande, mais en fait on n'en est pas sûr puisqu'on n'a pas l'historique concernant cette commande et surtout on ne sait pas quelle est la destination de cette œuvre. Alors il y a une hypothèse qui laisse à penser que cette œuvre a pu être commandée pour une destination italienne. En haut à droite du tableau, si vous regardez, vous voyez qu'il y a un petit emblème qui est représenté et qui symbolise les États pontificaux. Donc ça laisse à penser que l'œuvre aurait pu être envoyée en Italie. Alors le truc, c'est que l'œuvre n'a jamais été envoyée en Italie. C'est une œuvre qui a été très critiquée et ça peut tout à fait être une raison valable qui a fait que l'œuvre est restée en France. Donc finalement, l'œuvre, elle va être envoyée au corps législatif qui se trouvait à l'époque au Palais Bourbon. Et cette œuvre va être placée dans le salon du président de l'Assemblée où on organisait des cérémonies officielles et où Napoléon Ier, bien sûr, a pu participer. Par la suite, à la chute de l'Empire, l'œuvre va être envoyée donc en 1815 au musée du Louvre. Et ensuite, sous la monarchie de Juillet, c'est Louis-Philippe qui va transférer l'œuvre aux Invalides où elle se trouve toujours aujourd'hui. Ingres fait un portrait de l'empereur, donc il est tout à fait logique qu'il reprenne des symboles impériaux pour le représenter. Donc on voit qu'on le représente sur un trône à l'antique. Il est couronné de lauriers, exactement comme les empereurs romains. Il a également sous les pieds, au niveau du tapis, on peut voir qu'il y a l'aigle impérial. Et il y a d'autres symboles de pouvoir, par exemple, il porte le collier de la Légion d'honneur, il a le costume de sacre avec le manteau d'hermine. Et on a aussi représenté des symboles monarchiques, des symboles royaux. Et donc on voit que Napoléon Ier tient dans les mains d'un côté la main de justice et de l'autre le sceptre. On voit aussi la façon dont Napoléon Ier est représenté. C'est très impérial dans le sens où c'est très dominateur. Vous voyez qu'il est de face, il est très frontal, il est un peu boudeur. Il nous domine largement. Nous, spectateurs, on a l'impression qu'on est agenouillé devant lui, qu'on est un petit peu en contre-plongée par rapport au point de vue et on se fait vraiment dominer par l'empereur. D'ailleurs, le fait de représenter le personnage comme ça, très frontal, de face, avec ce visage très sévère, est une référence sans doute chrétienne ou byzantine, à la façon dont on représente parfois le Christ ou Dieu le Père, ou même au Moyen-Âge. On a ces représentations très codifiées du Christ juge, par exemple, qui est très sévère, un peu boudeur aussi. Ça peut être aussi une référence mythologique, par exemple, quand on représente Zeus, un Jupiter, on peut le représenter aussi sur un trône de la même façon, avec un côté très dominateur. Par exemple, je pense à la célèbre statue de Zeus à Olympie, qui fait partie des 7 merveilles du monde et qui n'existe plus aujourd'hui, mais dont on a des idées de représentation. Et on voit comment Napoléon ici est représenté quasiment comme un dieu. D'ailleurs, vous voyez au niveau du trône que le dossier qui est derrière sa tête prend la forme d'un nain, ça accentue cet effet de dieu. Ingres a sûrement caché des codes, des symboles dans son tableau que l'on n'a pas nécessairement décryptés, donc c'est un petit peu frustrant, mais je vous les cite quand même pour que vous sachiez que ça existe et que vous connaissiez les questions que se posent aussi les historiens. On se pose des questions donc sur les 7 étoiles qui sont derrière le visage de Napoléon Ier au niveau du dossier du trône, donc il y a sûrement un sens, mais voilà, on ne sait pas. Également, les 2 sphères qui sont au niveau des accoudoirs du trône. Vous voyez qu'il y a une sphère qui est dans la lumière et une sphère qui est dans l'ombre. Les hypothèses laissent à penser que ce serait un symbole maçonnique. Vous savez peut-être qu'on pense que Napoléon Ier était franc-maçon et il y a des francs-maçons dans sa famille, donc peut-être qu'il l'était lui aussi, et auquel cas il y a peut-être des symboles maçonniques, mais tout ça est très compliqué et je ne vais pas m'amuser à rentrer dans ces détails-là puisque j'en parlerai sûrement mal et de toute façon c'est pas sûr.
Alors il y a quand même un symbole que je trouve intéressant à noter et qui est plus accessible pour nous, c'est au niveau du tapis. Si vous regardez le tapis, vous pouvez voir qu'il y a des médaillons avec la représentation des signes astrologiques, et dans l'un des médaillons, il y a une référence à un tableau de Raphaël qui est la Vierge à la chaise. Raphaël est la grande référence pour Ingres, c'est vraiment sa star, c'est lui qui le copie sans cesse, il fait toujours référence à Raphaël. Donc c'est un petit clin d'œil de la part d'Ingres, c'est pas la première fois qu'il le fait. Dans d'autres tableaux, on peut aussi retrouver cette Vierge à la chaise, par exemple dans le portrait de Monsieur Rivière, et aussi dans le tableau de Raphaël et la Fornarina. Donc il n'y a sûrement aucun lien avec Napoléon Ier, ni aucun lien avec l'Empire, et le tableau, c'est sûrement juste un clin d'œil d'Ingres qui se fait plaisir en faisant sa petite référence à Raphaël. Dans cette œuvre, Ingres est sûrement influencé par plusieurs courants qui sont des influences tout à fait inédites pour le début du 19e siècle, puisque il est vrai que Ingres, on a tendance à le classer dans les artistes néoclassiques parce qu'on se dit c'est un élève de David, donc c'est le bon artiste classique, mais même s'il a une touche, une façon de peindre qui est très classique, c'est vraiment l'artiste rebelle par excellence, Ingres, donc c'est pas du tout le suiveur de David, loin de là. Alors il y a plusieurs références que l'on peut repérer dans le tableau, enfin qu'on pense repérer, puisque Ingres les a un peu contestées. Mais par exemple, on peut voir une influence peut-être byzantine, ou tout du moins chrétienne, médiévale, dans la façon de représenter Napoléon, puisqu'on a vu qu'il est représenté de face, de façon très frontale. Je vous disais que c'est plutôt la façon dont on représente les dieux, et ça peut évoquer des tableaux médiévaux. Alors on a tout de suite pensé, même au 19e, à Van Eyck, avec le retable de l'agneau mystique, qui est un tableau que Ingres a pu tout à fait voir au début du 19e, puisqu'il faisait partie des pillages de guerre de Napoléon, ce qui veut dire qu'il se trouvait au musée du Louvre au début du 19e. Donc Ingres a pu tout à fait s'inspirer de la figure très frontale de Dieu le Père. Autre référence qui est assez étonnante, c'est une référence grecque. Alors on peut se dire la Grèce, c'est la base, tous les artistes s'inspirent de la Grèce depuis la Renaissance, mais en réalité la plupart du temps les artistes s'inspirent de la Grèce à travers les copies romaines, et c'est la statuaire qui sert tout le temps de référence. Or ici, la référence, elle est plutôt liée à la céramique grecque. C'est ce qu'on peut voir par exemple au niveau du tapis. On voit que l'aigle, il est représenté dans les tons orangés, ce qui fait référence au vase grec. Alors Ingres n'est pas le seul ou le premier à faire ces références, il y a d'autres artistes qui s'intéressent à l'art grec archaïque, primitif, on va dire. Ingres a pu tout à fait les rencontrer quand il entre dans l'atelier de David à la fin du 18e, et ces artistes, on les appelle les primitifs ou les barbus. Donc vous voyez, l'idée de primitif ou de primitivisme montre bien que la recherche se fait sur les origines de l'art grec, et on cherche quelque chose de beaucoup plus épuré. Et dans la céramique grecque, on représente les personnages un petit peu en aplat. Et c'est ce qu'on va retrouver comme influence aussi dans la représentation de Napoléon Ier, puisque vous voyez qu'on a l'impression qu'il est presque plat, qu'il n'est pas modelé, qu'il est en 2D, comme si c'était un bas-relief. Donc cette pureté de la ligne des céramiques grecques, elle est transposée à la façon de représenter l'empereur. Toutes ces influences curieuses vont faire que le tableau va être très mal perçu quand on le découvre en 1806. On trouve qu'il est bizarre, qu'il est peu ressemblant. Ce côté frontal donne un côté très sévère, très dur, qui est absolument incompris des gens du 19e siècle, qui ne sont pas habitués à ça. Et donc on va dire qu'il est gothique, barbare, et il va y avoir plein de critiques à son encontre. Alors je vous ai sélectionné la critique de Chaussard qui est assez célèbre, qui est assez longue, donc je ne vous lis pas le tout, mais il y a quand même des phrases que je trouve assez méchantes. Voilà ce qu'a dit Chaussard. « Comment, avec autant de talent, avec un dessin aussi correct, une exactitude aussi parfaite, Monsieur Ingres est-il parvenu à faire un mauvais tableau ?» Vous voyez, ça résume bien le truc, et c'est vrai que il y a quand même une chose qui est sûre, c'est que la technique d'Ingres, elle est impeccable. De ce point de vue-là, c'est vrai qu'on ne peut pas lui retirer. Le travail du dessin et le travail des textures, de la ressemblance au niveau des matières, c'est vraiment un travail de perfection, et ça, Chaussard le reconnaît. Mais voilà, comme le dit la phrase, il considère que c'est raté néanmoins parce que l'effet général est bizarre. Donc je poursuis ce qu'a dit Chaussard. Monsieur Ingres ne tend à rien de moins qu'à faire rétrograder l'art de 4 siècles et à nous reporter à son enfance, à ressusciter la manière de Jean de Bruges, donc Van Eyck. Mais dans cette enfance de l'art, il y avait au moins de la naïveté et de la vérité. Ce n'était pas par système que ces artistes peignaient ainsi, ils ne pouvaient faire mieux.
Donc vous voyez que c'est extrêmement dégradant, hein, la critique de Chaussard. En gros, ce qu'il vous dit, c'est qu'autrefois, il peignait mal, c'était naïf et un peu naze, mais finalement, ils ne pouvaient pas faire mieux, les pauvres, parce qu'ils n'avaient pas toutes les connaissances que l'on a désormais au 19e, ce qui sous-entend que Ingres n'a pas d'excuses, parce que justement, il n'est pas au 15e siècle. Alors peut-être qu'un des responsables de toutes ces critiques et de ce petit scandale de l'œuvre d'Ingres serait David lui-même, donc le maître d'Ingres. David a des raisons de lui en vouloir ou d'être un petit peu jaloux ou en colère, puisqu'il se trouve qu'il a été sollicité également par l'empereur pour faire un portrait en 1806, et ce portrait a été refusé par l'empereur, qui le trouvait extrêmement mauvais et raté. Alors vous pouvez en voir une esquisse aux Beaux-Arts de Lille, et en effet quand on voit le tableau de David, on a l'impression que l'empereur a une posture un petit peu curieuse, pas très naturelle, qu'il est complètement engoncé dans son vêtement, donc ça peut justifier que l'empereur ait refusé le tableau, et du coup peut-être que David n'est pas content, et donc il pourrait être à l'origine de cette cabale. Le fait est que David est quand même un artiste assez caractériel. Voilà, vous savez tout sur cette œuvre. N'hésitez pas à donner votre avis sur la vidéo, mais aussi sur l'œuvre elle-même, parce que ça peut être intéressant de voir comment les perceptions évoluent, plus de 2 siècles après la réalisation de l'œuvre. Est-ce que vous la trouvez toujours bizarre ? Parce que moi je trouve qu'elle est toujours aussi bizarre, cette œuvre. Quand on va au musée de l'Armée, en plus dans ces salles un peu sombres, et qu'on la voit, on a l'impression qu'elle est très lumineuse et qu'elle perce le mur, et on ressent encore ce côté fascinant de l'œuvre. Donc finalement, je trouve qu'elle vieillit bien d'une certaine façon, ou tout du moins elle a gardé cette même fascination. Donc n'hésitez pas à donner votre avis, et sinon je vous retrouve très prochainement dans d'autres vidéos. En attendant, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner à ma chaîne si vous êtes intéressé par d'autres vidéos sur l'histoire de l'art, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.